Salut à tous et bienvenue dans les petites infos révoltantes de février-mars 2021. 24 février. Les finances vont mal chez TF1. Face à la concurrence d'Internet qui aspire les revenus publicitaires, ils ont dû trouver de nouveaux moyens pour valoriser leurs présentateurs. Donc ils ont décidé de leur enfiler une petite jupette, de les maquiller et de les poser sur un trottoir. Puisqu'on le sait aujourd'hui, un journaliste c'est soit un chômeur, soit une pute, mais après il faut savoir qui est le macro derrière. Ah non, c'est pas une blague. Ils utilisent TF1 Factory comme une agence de placement, ou plutôt de proxénétisme, puisqu'en complément des différents services audiovisuels qu'ils proposent, ils vendent des prestations tarifées de leurs présentateurs vedettes. Et au passage, ils prennent 10-15% sur la passe. Ça va à l'encontre des règles fondamentales du journalisme télévisé qu'on connaît. Freddy, comme dirait l'homme érudit, et alors ? Dans le métier, on appelle ça « faire un ménage ». C'est quand des journalistes ou des présentateurs vendent leur notoriété, le plus souvent à des entreprises, qui les payent pour animer des séminaires, des réunions ou ce genre de conneries. C'est pas quelque chose de nouveau, et ça a toujours posé des petits problèmes de déontologie. En effet, la charte de Munich indique qu'il ne faut jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste, et n'accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs. Quand des journalistes vont faire des prestations tarifées pour des entreprises et vont jusqu'à participer directement à des publicités, ça crée forcément un conflit d'intérêts. Parce qu'on va pas critiquer des gens, des produits, des entreprises, des secteurs, des organisations qui sont des clients actuels ou potentiels. Alors jusque-là, ces ménages s'organisaient en marge de l'activité principale du journaliste. Aujourd'hui, c'est carrément leur employeur qui les incite à faire ces prestations et qui présente ça comme un complément de revenu. Alors je sais pas si c'est nouveau, mais c'est la première fois que j'en entends parler. En fait, ils sont en train de copier le modèle économique de l'influenceur. T'es pas payé pour ton contenu qui est disponible gratuitement, mais t'es payé pour la notoriété qu'il t'apporte, à condition de la vendre. Si ça se trouve, il y a déjà des journalistes qui gagnent plus d'argent en vendant leur notoriété qu'en travaillant pour les émissions qui les ont fait connaître. Tiens, mais TF1 pourrait pousser la logique jusqu'au bout. Pourquoi payer les présentateurs alors qu'on leur offre l'opportunité formidable de devenir connus ? Ce qui permet déjà de gagner plein d'argent. De cette façon, TF1 a des présentateurs qui bossent gratos parce qu'ils sont payés en notoriété, et comme c'est TF1 qui vend leur notoriété au client final, eh bien ils gagnent encore 10-15% là-dessus. Ces salariés qui étaient un coût énorme pour l'entreprise deviennent un produit. Et en plus, les présentateurs sont incités à sortir les doigts du cul pour augmenter leur audience, afin d'améliorer leur notoriété et leurs revenus. Putain, je suis un génie. S'il y a des CSP+, dans la salle qui se croient à l'abri de l'ubérisation, ça va leur faire tout drôle. 12 mars. Après consultation de la CJUE, le Conseil d'État juge illégale l'obligation d'inscrire l'origine du lait sur les étiquettes. Le Conseil s'était prononcé suite à une requête de Lactalis. Vous savez, ces bandits qui font tout pour masquer leur compte. Eh bien maintenant, ils veulent masquer l'origine de leur lait. Après avoir saigné les agriculteurs français pendant des années en achetant le lait à des prix en dessous du coût de revient, ils veulent maintenant s'en débarrasser. Merci pour tout, mais on a trouvé moins cher ailleurs, vous pouvez aller vous faire foutre. Reste plus qu'à vendre ça aux consommateurs français qui a une petite tendance mal placée à vouloir défendre son agriculture nationale. Donc on leur masque l'origine du lait. Et pour ça, ils se sont appuyés sur le fait qu'il n'y a pas de lien avéré entre certaines propriétés d'une denrée alimentaire, en l'occurrence du lait, et son origine ou sa provenance. Ce qui est l'une des deux conditions nécessaires pour qu'un État membre de l'Union européenne ait le droit d'imposer l'étiquetage obligatoire de l'origine géographique sur un produit. Cette décision de justice est en train d'être transposée en droit français dans le cadre de la loi Egalim 2. De manière très hypocrite, l'article 4 indique que par principe, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires pour lesquels il existe un lien avéré entre certaines de leurs propriétés et leur origine. Une rédaction qui laisse très perplexe Olivier Andreau, membre de l'association de consommateurs UFC Que Choisir. L'article décrète une obligation en trompe-l'œil. On introduit de manière très habile l'obligation de l'indication du pays d'origine, mais on ajoute une condition impossible à remplir. C'est un retour en arrière par rapport au texte actuel. Donc maintenant sur vos plaques de beurre, vous pourrez lire « lait originaire et non originaire de l'Union européenne ». C'est du lait qui vient de la planète Terre. Vous êtes rassurés. Je rappelle que l'objectif de la loi Egalim 2, c'est de veiller à une meilleure rémunération des agriculteurs
en rééquilibrant les relations commerciales entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire. Et on se retrouve avec une loi qui favorise la concurrence déloyale par les prix dans l'Union européenne et à l'extérieur, au détriment des agriculteurs français et de la transparence alimentaire la plus basique, et au profit des industriels de l'agroalimentaire. Cette mentalité, dont l'Union européenne n'est que la courroie de transmission, découle plus largement de l'OMC, qui promeut à travers ses traités de libre-échange un commerce sans discrimination. Oh, c'est tellement beau! Pour que le marché soit mondialisé, il faut forcément définir un standard mondial pour chaque produit qui doit être reconnu par le maximum de pays, tous de préférence. Et à partir de là, les produits agricoles fabriqués n'importe où sur la planète sont considérés comme équivalents en qualité. Et donc la seule variable qui compte, c'est le prix. C'est comme dans le miel. On peut écrire origine UE et non UE sur le pot parce que tout le monde considère que le miel chinois vaut bien celui de l'apiculteur traditionnel d'à côté de chez vous. Les critères ne sont pas du tout à remettre en cause. Bref, en toute logique, si on considère que les productions sont parfaitement identiques, standardisées, équivalentes en qualité, alors indiquer le pays d'origine, c'est participer à induire le consommateur en erreur, en l'encourageant à attribuer des qualités indues à un produit sur la base d'un nationalisme discriminant et mal placé. Pendant ce temps, aux États-Unis, ce magasin indique en gros sur ses étiquettes la couleur de peau du propriétaire de l'entreprise qui a fabriqué le produit. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! Donc, si vous voulez savoir si votre lait ou si votre miel ont parcouru 3000 km ou s'ils viennent d'un pays qui a des pratiques douteuses, là c'est suspect. Ça cache sans doute du racisme, faites attention. Mais aux États-Unis, vous pouvez acheter votre riz en fonction de la couleur de peau du propriétaire de l'entreprise qui le commercialise, parce que c'est censé faire une différence. Le riz n'a pas le même goût. Et ça, c'est pas un cas isolé. Vous avez tout un business qui essaye de se construire là-dessus en ce moment, avec des places de marché en ligne réservées à des produits fabriqués par des Noirs, etc. Je suis sûr qu'ils ciblent d'autres ethnies. Bref, le Ku Klux Klan en a rêvé, la gauche américaine l'a réalisé. Bravo. Alors il y a quand même peu de chances que ça se développe en Europe, mais je ne doute pas qu'il y en ait qui essayent. Et on pourrait se retrouver dans la situation bizarre de ne rien savoir de l'origine d'un produit, mais de tout savoir sur la race de son fabricant, au nom de la lutte contre la discrimination. Nous vivons une époque formidable. 23 mars. On vient de franchir un nouveau cap dans la lutte contre les fake news sur les réseaux sociaux. Twitter a supprimé une centaine de comptes ayant des liens avec la Russie, et dans leur justification, ils ont le mérite d'avoir abandonné le prétexte bidon de la lutte pour la vérité. Ces comptes ont été supprimés pour avoir amplifié des récits qui sapaient la foi en l'OTAN et visaient les États-Unis et l'Union européenne. Donc les Chinois vont sur les plateformes américaines pour critiquer la Chine, et nous on va devoir aller sur les plateformes chinoises pour critiquer l'OTAN, l'UE et les États-Unis. Et voilà où ça nous mène, la folie des hommes, la prétendue lutte contre les fake news. Ça confirme que la finalité de la démarche est d'obliger les populations à croire religieusement dans les narratifs officiels qui sont retirés du champ de la critique autorisée et de la liberté d'opinion. Parce que si vous critiquez, vous êtes un complotiste, un agent russe, un abruti d'extrême droite et maintenant un hérétique. Donc la lutte contre les fake news se fiche complètement de donner des informations de qualité à la population. Il s'agit de fabriquer son consentement à l'ordre établi. Alors est-ce que ce cas de censure grotesque restera isolé et marginal ? On verra bien, mais j'en doute. Pour moi, ça montre qu'on continue d'évaler le toboggan de la censure qui mène à un internet de plus en plus encadré et restrictif. Jusqu'à ce que les gens en aient plein le cul et décident de quitter ces grosses plateformes. Et ils ne les quitteront pas par militantisme, mais parce qu'elles auront perdu tout intérêt pour leurs utilisateurs. À force de restrictions, de censure directe ou cachée et de conditions d'utilisation douteuses, elles sont en train d'effriter l'avantage qu'elles ont de centraliser un public énorme. Parce que ça sert à quoi d'aller s'exprimer sur ces plateformes où il y a soi-disant plein de monde, s'il y a un filtre qui empêche l'audience de voir tes messages, et si tu te fais bannir dès que tu sors des clous ? Autant aller sur des petites plateformes qui font pas chier. Tu finis par toucher plus de monde. Alors aujourd'hui, nous n'en sommes pas là, mais cette censure a forcément une limite au-delà de laquelle ces plateformes se suicident. Ces entreprises sont des colosses, mais il faut pas oublier qu'elles ont des pieds d'argile. 27 mars. Internet est un bordel à réguler, mais il y a un endroit où l'encadrement de la liberté d'expression, au service de l'ordre établi, a quelques années d'avance. Je parle bien sûr des médias mainstream, et surtout des médias audiovisuels.
La méthode est quand même assez simple et connue. D'un côté, on joue du bâton, c'est-à-dire qu'on tape sur toutes les têtes qui dépassent dans les rédactions, avec des lois contre les fake news, des lois contre le secret des affaires, contre la haine en ligne, qui touche aussi toutes sortes de médias, hein. Et de l'autre, on agite la carotte. On récompense les suceurs du Macronistan avec des promotions, et on s'assure qu'ils aient les places nécessaires pour faire entendre la voix du maître. On se souvient en 2017 des Maurice Zafran et autres Bruno Roger Petit, qui ont fait toute la campagne de Macron dans les médias en se présentant comme des journalistes neutres et indépendants. Et une fois que le poulain a été élu, ils ont obtenu les retours d'ascenseur sous forme de postes et de promotions. Passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Depuis l'élection de Macron, l'opération salade et rhubarbe continue. Voici quelques exemples. En 2019, Marc-Olivier Fogiel, réputé proche de Macron, était subitement nommé à la tête de BFM TV, une chaîne détenue par Patrick Drahi, qui a tout intérêt à être en bon terme avec le président de la République pour ses affaires dans les télécoms. Et avec la présidentielle qui approche, les choses s'accélèrent. France Télévisions a nommé Cyril Graziani comme nouveau chef du service politique. Il est réputé être l'un des rares journalistes avec lequel Emmanuel Macron échange volontiers. Brigitte, l'employée du mois au service de la carrière de son mari, mais toujours sur fond public, met aussi la main à la pâte. Elle a pris l'habitude de s'entretenir avec Pascal Praud. C'est moi le chef, on parle d'Emmanuel Macron. Pendant ce temps, Macron cultive ses affinités avec Bernard Arnault, puisqu'il vaut mieux s'adresser directement au bon Dieu qu'à ses saints, d'autant que celui-ci a des vues sur une partie des médias du groupe Lagardère, notamment Paris Match et le JDD, considérés comme la French Pravda au service de Macron, et il s'agirait que ça dure. Je vous avais déjà parlé de tout ce micmac dans un précédent épisode. Bref, tout ça pour dire qu'il faudra pas s'attendre à une campagne présidentielle saine, loyale, équilibrée ou intéressante. La notion d'information ou de débat d'idées a complètement disparu des médias mainstream, dont les acteurs sont totalement otages de jeux d'influence, directs ou indirects, qui formatent le traitement médiatique des candidats. Pourquoi s'emmerder à convaincre les électeurs de voter pour vous avec des programmes et des idées, alors qu'en étant potes avec les propriétaires des médias, ils peuvent vous organiser de petites campagnes de bourrage de crâne qui seront beaucoup plus efficaces. Et si en plus, vous avez les journalistes et les chefs de rédaction dans la poche, personne vous posera de questions gênantes pendant les interviews, et ils vont même vous défendre spontanément si des scandales sortent sur vous. La vie est quand même plus belle quand on est du bon côté du manche. Bon, à part ça, nous sommes en démocratie, tout le monde peut se présenter. Par contre, se faire entendre des électeurs correctement à travers les médias, ça c'est pas offert à tous. Faut sucer, faut placer ses pions. Ça fait partie des petits non-dits de notre belle démocratie. 31 mars. Nouvelle PLS stratosphérique des roast-beef sur les européistes. Face à l'efficacité des Britanniques dans l'organisation de la campagne de vaccination, le narratif sur la catastrophe post-Brexit s'effondre, comme l'électorat de Macron. Ce qui est emmerdant avec la vaccination, c'est que le critère est standardisé. La population est vaccinée, ou elle ne l'est pas. Et c'est pareil sur toute la planète. Donc, on peut comparer les pays de manière objective, et on ne peut pas raconter n'importe quoi. Vous vous souvenez peut-être de ce député macroniste qui avait essayé de dire que la France vaccinait plus que le Royaume-Uni, et qui s'était fait recadrer en direct par le journaliste. Et s'agissant de l'Angleterre, on a très clairement mis en évidence que c'est une vaccination massive. Et là-dessus, ça a été un enjeu de Boris Johnson. Soyez en passant, il lui reste aujourd'hui le gros enjeu de la deuxième dose. Ils vaccinent beaucoup plus vite que nous pour les deuxièmes doses. Oui, mais enfin pour l'instant, on est encore loin du chiffre puisqu'ils sont derrière nous en termes de nombre de personnes vaccinées en 2 doses. Si, non, l'Angleterre. Non, ils sont bien devant nous. Ah non, pas l'Angleterre. Non. On évoquait il y a quelques instants les chiffres de vaccination en France. Donc on est à un peu plus de 14 millions de premières doses en France, 5 500 000 deuxième doses. Je viens de chercher les chiffres au Royaume-Uni, donc qui ont été mis à jour il y a exactement 1h26. 33 752 000 premières doses, 12 897 000 secondes doses. C'est-à-dire que en seconde dose, ils sont quasiment à 1 million près au niveau où nous sommes en première dose. C'est la situation du Royaume-Uni. Les chiffres officiels, il y a 1h25. C'est pas les chiffres que j'avais, mais bon. Mais c'est les chiffres qu'on a tous les jours et on a beau le répéter tous les jours sur les plateaux. On a beau le répéter tous les jours sur les plateaux, ils sont régulièrement contestés. C'est un fait. Est-ce que je peux Non, laissez-moi finir. Oui. C'est un fait. Vous avez contesté les chiffres que je donnais, donc laissez-moi finir. C'est un fait.
calmez-vous quand même. On va se calmer un petit peu. Vous avez contesté, vous venez de contester. Allez-y. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir sur une chose. Il y a 3... Oui, non, mais laissez-le finir, parce que vous avez contesté ces chiffres. Vous venez de contester mes chiffres. Oui. Il y a 3 semaines, nous étions effectivement au même niveau de deuxième dose. En 3 semaines, nous avons pris un retard, non seulement sur les premières doses, mais sur les secondes doses. C'est un fait. Voilà. Voilà, donc il y en a qui ont essayé de tricher sur les chiffres, ils ont eu des problèmes, même sur BFM, parce que c'est une donnée chiffrée, standard, ultra facile à vérifier. Il suffit d'aller sur le site Notre Monde en Données, et vous avez un graphique qui indique pour chaque pays la part de la population qui a reçu sa première dose de vaccin Covid. Si on regarde au 31 mars, on voit que le Royaume-Uni avait vacciné 4 fois plus que le reste de l'Europe. Je prends cette date parce que c'est le jour où France Inter a sorti un article pour nous expliquer que sans l'Union Européenne, la vaccination au Royaume-Uni n'aurait pas été aussi rapide. Et oui, mesdames, messieurs, si le Royaume-Uni s'en sort si bien, c'est grâce à l'Union Européenne. Oui, je crois qu'ils sont sortis de l'Union Européenne. Alors pourquoi est-ce que l'UE avantage plus un État qui en est sorti que les États qui en sont encore membres ? Je crois qu'on va verser dans le bizarre. Ça va devenir bizarre. L'article explique que le Royaume-Uni n'a pas exporté de vaccins, mais en a importé en masse. Si l'on regarde bien, en ajoutant les 21 millions de doses venues d'Europe et les 5 millions envoyées depuis les usines d'AstraZeneca en Inde, voilà donc un pays, le Royaume-Uni, qui a reçu de l'étranger l'équivalent des 3/4 des doses qu'il a injectées. Cela signifie que sans l'UE, et l'Inde entre parenthèses, Londres n'aurait pas fait la moitié du chemin. En matière de souveraineté vaccinale, l'Union Européenne tient la dragée haute à son voisin. Attends, quoi ? Mais quel genre de débile peut écrire une phrase pareille ? C'est quoi cette conception de la souveraineté où les États non membres de l'UE sont prioritaires sur les États membres ? Ça, c'est l'inverse de la souveraineté, hein. Faut pas vous faire passer pour des généreux ou des efficaces. Si le Royaume-Uni a raflé toutes les doses, c'est parce que vous êtes incapable de faire du protectionnisme. Oh là là, et ils arrivent à en rajouter une couche au paragraphe suivant. Dans la presse britannique, on apprend que les usines du groupe AstraZeneca présentes au Royaume-Uni n'auraient délivré qu'un tiers des doses prévues. Elles n'ont donc, semble-t-il, pas produit de façon plus phénoménale que celles installées sur le continent européen. Sur la stratégie industrielle aussi, il semble donc bien que l'UE n'ait pas non plus à rougir de la comparaison. Mais quelle phrase de perdant! Ça, c'est le gosse qui se ramène à la maison avec un 4 sur 20 et qui dit à ses parents que c'est pas grave, parce que les autres aussi ont eu 4. Alors avant, les européistes nous disaient qu'il fallait faire l'UE pour faire le poids, qu'on allait obtenir des avantages faramineux qu'on pourrait pas avoir en restant tout seul dans son coin. Et maintenant, ils se vantent de pas être plus mauvais que les autres. C'est pathétique. Et ils sont tellement frustrés du Brexit qu'ils en viennent à se réjouir que le Royaume-Uni connaisse les mêmes difficultés que nous dans la production du vaccin, ce qui est malsain en soi et complètement stupide. Vous vous rendez compte du message que ça envoie ? Cet article prétend nous vendre les bienfaits de l'UE en nous disant que l'UE n'apporte aucun avantage aux États membres, puisqu'on n'obtient pas de résultats plus phénoménaux que le Royaume-Uni. À quoi ça sert tout ce merdier ? Pourquoi on paye ces gens ? Et au contraire en plus, l'Union Européenne favorise les États non membres, puisqu'on a envoyé toutes nos doses au Royaume-Uni. Ça veut dire que si le vaccin est vraiment la porte de sortie de la pandémie, on va se taper plusieurs mois de mesures sanitaires en plus, parce que vous êtes des gros cons qui savent pas faire du protectionnisme. Déjà que nos capacités de fabrication de vaccins ne sont pas phénoménales, mais le peu qu'on arrive à produire, vous l'envoyez aux autres. Bah si c'est ça votre conception de la souveraineté européenne, vous pouvez vous la foutre au cul, on va faire sans vous, merci. Cet article est un magnifique but contre son camp pour les européistes. J'arrive pas à croire qu'ils se soient mis à 3 pour écrire des conneries pareilles. Alors là, nous sommes face à une énigme. Moi, j'en viens à penser qu'il y a des frexiteurs sous couverture à France Inter qui écrivent volontairement des articles de soutien à l'UE outrancièrement stupides pour susciter une réaction inverse chez les lecteurs. Ils ont fait exprès. C'est pas possible autrement. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous pour pas rater les suivantes. Je rappelle que vous pouvez soutenir cette chaîne via Tipeee ou en faisant un tour sur la boutique d'artisanat. On vient de mettre en ligne les œuvres splendides de notre artiste Daco. Les originaux des billets qu'il a réalisés sont aussi en vente. Merci de votre attention et à la prochaine.